maintenant, mesdames et messieurs, place... moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime tout le monde, mais alors là, j'aime beaucoup parce que c'est le terrain et c'est une voix du terrain, un acteur engagé qui incarne à la fois l'innovation. Vous savez que je parle de vous, hein. Ah, vous le sentez tout de suite, hein. Qui incarne à la fois l'innovation agricole à travers la valorisation du piment de Bresse, une agriculture audacieuse, effectivement, créative et inspirante. Je vous demande d'applaudir Quentin Bozonnet de la ferme du Tinay, président de la ferme du Tinay. Soyez bienvenus, Quentin. Tout va bien? Alors, Quentin, on va essayer de se mettre un peu plus au milieu pour que tous nos amis puissent vraiment vous voir. Parce que quand on est un peu ici, effectivement, ce serait dommage de ne pas vous voir et surtout de vous écouter. C'est à vous quand vous voulez. Parfait, merci bien. J'ai le droit à la zapette? Vous faites comme vous voulez. Eh ben, vous voulez une super. zapette, prenez une zapette. Vous voulez une plante, vous partez avec une plante. Faites comme vous voulez. Nous, on est là pour vous faire du bien et que vous nous fassiez du bien et que vous nous appreniez des choses essentielles. Ben, merci bien, merci à vous. C'est un honneur d'être face à vous pour cette petite parenthèse très terre à terre. Alors, terre à terre, c'est le mot, puisque je me présente à vous en tant qu'agriculteur. Ah, j'ai dû faire une bêtise. Mais alors, non, mais j'arrive. Tu vas voir, ça va bien se passer. On a le temps. On est ici. Viens. Bah, si on a le temps, c'est bon. Non, mais on a le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as appuyé. Alors, on va lui montrer effectivement le temps que vous arriviez pour. C'est sur l'ordinateur le problème. Alors, l'ordinateur, il est ici. Si quelqu'un veut s'occuper, par exemple, Stéphane, je sais aussi que tu es spécialiste des ordinateurs et des touches. Donc, je vais te laisser faire le nécessaire pour que l'on retrouve notre petit camarade avec lequel je vais rester, parce que c'est pas facile, hein. Non, ça va, ça va. Tu as vu, c'est pas facile. Non, mais tu as tous les regards hein, sur toi. Hein. Mais les regards sont essentiels. Parce que justement, on capte l'attention des uns et des autres. Non, mais ça fait vraiment plaisir C'est d'être ici. Moi, ça fait 10 ans que je suis chef d'entreprise. Donc, en fait, j'ai entrepris tout de suite après mes études. Ouais. Donc voilà, d'être face à des patrons aussi, ou des chefs d'entreprise, ou des gens qui travaillent avec les entreprises, ça fait toujours, voilà, toujours plaisir. Donc, j'espère qu'on aura un bon échange. Alors, l'échange, vous allez l'avoir. C'est l'essentiel, comme tu dis, mais surtout, c'est que les uns et les autres, tous, et toi en particulier aujourd'hui, c'est l'utilité de ce que vous faites et de ce que vous apportez. Et ça, on vous dit merci. Stéphane, on vous laisse faire. On va appeler maintenant Thierry, donc deuxième spécialiste des ordinateurs, parce que. Non, mais. Vous savez, il faut toujours des spécialistes des ordinateurs. Il en faut un, il en faut deux, il en faut trois. Les équipes. La zapette, on repart. Tu me dis quand c'est bon dans quelques instants. Donc, non, mais reste ici. Tiens, moi, j'ai envie de connaître une chose parce que je suis très curieux. Voilà, vous allez voir, de temps en temps, je touche les gens. C'est pour les rassurer un peu. Vous me rassurez moi-même. On ne sait jamais. Je suis là, t'inquiète pas. Quel a été le déclic? J'adore. Quel a été le déclic à un moment où tu t'es dit, tiens, ça va être mon histoire. Cette histoire, c'est celle-ci. Le piment en particulier, mais peut-être aussi l'agriculture. Bah, je voudrais pas vendre la mèche avant de le présenter. Ah, c'est vrai. Donc... Non, mais parce que moi, tu sais, moi, je raconte ma vie. Hein. Moi, je vous raconte tout. Hein. On est bon? On est prêt? Eh ben, c'est parti. Vous savez quoi? On va le refaire. Quentin Bozonnet, le président de la ferme du Turet. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bah oui, quand même. Pas évident, hein. Merci bien. Donc, comme je disais, une petite parenthèse très terre à terre. Là, on va vraiment parler d'un exemple concret terre à terre parce que je me présente à vous en tant qu'agriculteur. Donc, je vous rassure, je ne vais pas vous parler carottes et tomates, hein, mais je vais vous parler de patrimoine. Et ça ne marche pas. Alors, je vais revenir. Alors, si possible, pas avec les mêmes questions, parce qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir un peu marre. Alors, éventuellement, vous allez voir, le micro va fonctionner, mais la voix, elle porte un tout petit peu, donc on sort plutôt bien. Stéphane, tu lui envoies tout ceci, vous faites tout. On est bien. Vous savez que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, ça peut un petit peu. Hein. Ah, on va retomber sur ses pattes. Non, mais on répète, c'est comme le gouvernement. 1, 2, 3. La troisième, c'est la bonne, tu vas voir. Non, mais je t'assure, tu vas voir. C'est bon, là, cette fois-ci? C'est parti. C'est top. C'est celle-là, voilà, le patrimoine. Donc, il est là, bon. Vous avez un magnifique château local, vous le connaissez peut-être pour ceux qui sont par ici. C'est un industriel qui l'a rénové récemment, c'était une ruine. Et c'est le château de Tréfort. Ouais. Je dis, j'ai pas de part dans l'office de tourisme local, mais n'hésitez pas à le visiter. Et du coup, je vais vous parler donc de patrimoine aujourd'hui, puisque le but, c'est de vous montrer comment on utilise, nous, dans notre expérience d'entreprise, le patrimoine pour apporter de la valeur ajoutée dans nos produits. Parce que souvent, le patrimoine, c'est vu comme un passif qui peut être assez coûteux. Souvent, on parle de château, mais il peut y avoir aussi du musée, du patrimoine immatériel, qui représente souvent un coût pour la collectivité, qu'on a un peu de mal parfois à financer, alors qu'on peut l'utiliser vraiment comme le transformer finalement en actif très rentable. Donc ça, on le voit bien dans le tourisme. Hein. On imagine bien qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent en France grâce au patrimoine, parce que la France peut se targuer d'être
le pays où on compte le plus de châteaux au monde, comme quoi il n'y a pas que les impôts, on peut être number one. Mais du coup, ce qui est intéressant, enfin ce que j'ai trouvé peut-être intéressant à vous présenter aujourd'hui, c'est de le présenter, nous, dans notre entreprise, pour une autre utilité pour de la production, finalement. Alors, je te laisse passer le... Ah oui, compliqué. J'aurais dû faire un PowerPoint. On a créé ça rapidement il y a quelques jours. Ah, c'était pas elle, c'était l'autre. Ouais, c'est pas grave. Bah, si, ouais, mais... Donc ça, c'est notre château à nous, en fait. Donc c'est pas un magnifique château, c'est une ferme bressane. Parce que j'aime bien dire le petit patrimoine. Non, c'est pas elle non plus. Ah bah elle y est plus. Non, bah laisse le 3 alors. Laisse le 3, c'est pas grave. Elle a été zappée. Donc nous, la ferme du Tiret, en fait, c'est le nom de l'entreprise. Une entreprise qui a pivoté, je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui s'appelle aujourd'hui la ferme du Tiret, puisque c'est un domaine classé, un monument historique, qui était abandonné depuis quelques années. Donc, il y avait une autre photo, on voyait un peu mieux ce que c'était pour les gens qui ne sont pas forcément de Brest, qui ne connaissent pas les cheminées sarrasines, puisque nous, on est classé pour sa cheminée sarrasine. Il faut imaginer une sorte de clocher qui est sur notre toit, sauf que ce n'est pas un clocher, c'est une cheminée où on fait encore le feu, d'ailleurs, aujourd'hui. Là, on la voit un peu au milieu sur les bâtiments de droite. Et donc, oui, j'aime bien dire le petit patrimoine du peuple, même si c'était quand même assez noble, enfin, c'était géré par des nobles. Mais c'est un patrimoine qui est souvent assez coûteux. Donc, quand on l'a repris, ça faisait des décennies qu'il était abandonné. Parce que monument historique, ça fait un petit peu peur. Nous, on parlait, Monsieur Fontaine, vous parliez du foncier d'entreprise. Quand on est monument historique, il faut imaginer que le zéro artificialisation nette, c'est x2, enfin au carré même. Donc nous, ce qu'on a reconstruit quand on est arrivé, on s'est fait carrément un laboratoire sur la ferme pour avoir voir sur notre site toutes nos activités intégrées avec les champs autour. Donc là, vous pouvez même voir les champs de piment. On va voir si tu arrives à voir ce que c'est qu'un champ de piment. Ouais, c'est ça. Donc vous avez là devant vos yeux la plus grande ferme du monde de piment de Bresse. Et ouais. Et en fait, dans nos bâtiments, on a nos sites de transformation, donc ça permet d'être vraiment verticalement intégré. On a l'agriculture, la transformation, mais on maîtrise aussi nos étiquettes et notre marque. Maintenant, quand on a commencé à rénover ce patrimoine, donc on l'a racheté qu'en 2021, donc ça fait pas bien longtemps. C'est pour ça que vous avez une photo aussi de loin, ça cache les détails, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais on a entendu parler de ce piment de Bresse. C'est là qu'on vient, du coup, à cette histoire de piment de Bresse. Je laisse passer la slide suivante. Et le piment de Bresse, on commence à en entendre parler. On a la photo ici. Il a une histoire vraiment incroyable. A priori, il serait arrivé dans la région via le chemin des Espagnols. Je vais vous emmener loin. Là, on va faire de l'histoire. 1600 à peu près. Les Espagnols avaient des possessions en Hollande, et pour faire passer leurs troupes jusqu'en Hollande depuis la péninsule ibérique, soit il y avait la mer, mais bon, les Anglais les attendaient, soit ils passaient par le duché de Savoie, dans lequel il y avait la Bresse où vous êtes actuellement, parce que la Bresse était divisée. La Bresse du Sud dans l'Ain est dite savoyarde, puisqu'elle appartenait à la Savoie. Alors, on fait un peu d'histoire, mais vous voyez, c'est important pour la suite. Et du coup, on a un piment qui est arrivé ici et qui s'est acclimaté. Il servait de poivre. D'ailleurs, on l'appelle le poivre rouge de Bresse, ou on l'appelait à l'époque le poivre rouge de Bresse, parce que le poivre coûtait cher à faire venir d'Asie, et ça nous permettait d'avoir vraiment notre poivre local de manière assez peu coûteuse. Et c'est aussi ce qui l'a fait disparaître finalement, puisque dans les années 50, eh bien, le transport s'est optimisé, les moyens de distribution aussi, donc on a eu des magasins qui se sont créés en Bresse, et en fait, on avait du poivre pas cher dans les magasins, et ce piment a complètement disparu. Donc c'est normal, si vous êtes bressant et que vous n'avez jamais entendu parler de piment de Bresse, vous inquiétez pas, ça arrive encore, puisque le piment a complètement disparu à partir des années 50, il a disparu de nos jardins, mais aussi de nos mémoires, parce qu'en quelques générations, on l'avait complètement oublié. Aujourd'hui, on retrouve des gens qui l'ont eu dans leur jardin quand ils étaient petits, mais là, on parle de gens qui ont plus de 90 ans. Donc voilà, ça a vraiment disparu totalement. Et il y a une quinzaine d'années, le musée du Revermont, qui est d'ailleurs pas très loin du château que je vous ai présenté, qui l'a sauvé avec un groupe d'associations qui gravitent autour de ce musée. Et ça a permis en fait de sauver ce patrimoine vivant. Le patrimoine vivant, c'est simple. Si on ne le cultivait pas pendant plus de quelques années, c'est fini. Il n'y a plus de patrimoine. Un château, il reste quelques ruines. Là, le patrimoine vivant, en quelques années, c'est plié. Donc ça a permis de le sauver. Et depuis une dizaine d'années, on a quelques producteurs qui commencent à le planter.
Mais c'est allé tout doucement au départ, puisque la production de piment se faisait par des maraîchers. Alors un maraîcher, lui, il va produire des carottes, des tomates, hein, comme je vous en ai parlé. Le problème, c'est que quand il va sur le marché, il a une demande pour ces produits-là assez presque infinie, on va dire, à leur échelle. Quand on va avec du piment sur le marché, bon, on va en vendre 3, 4, parce qu'en Bresse, on n'a pas l'habitude d'utiliser du piment frais. Bon, à 10, 20 centimes pièce, je vous laisse faire le calcul, ça ne paye pas la soupe. Et du coup, on avait cette problématique-là de comment faire naître finalement cette filière, la faire booster avec voilà, un produit autre que frais. Et c'est là où nous, on a pu apporter quelque chose, parce qu'on était donc une entreprise, comme je vous disais, elle a pris le nom de la ferme du Thierry récemment, parce qu'avant, elle s'appelait Entomovia. Entomo, la racine grecque de insecte, via le latin, il faut que je me remette dedans, la voix en latin. Et en fait, on faisait partie de ces startups il y a une dizaine d'années qui lançaient l'alimentation à base d'insectes comestibles en France. Alors du coup, on élevait nos insectes, on les transformait nous-mêmes, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'industriel qui nous demandait de l'insecte, hein, donc il fallait savoir le transformer soi-même. Et puis, il fallait aussi savoir le vendre. Autant vous dire, de l'insecte comestible en France, il faut être bon commercial. Donc on a pu apporter ça à la filière, vraiment ce savoir-faire de transformation et de commercialisation. Et ça donnait notamment ce produit-là. Je te laisse passer à la slide suivante, ça doit être la 5. J'aurais dû les renommer par thème. Et voici le Bressico. Donc Bressico, vous l'aurez compris, une sorte de tabasco bressant finalement, où on va utiliser notre piment à nous. On va carrément le faire lacto-fermenter à la ferme. Donc le but, je vous disais, on est verticalement intégré, intégralement vertical aussi. Et on va avoir donc les cultures, la transfo, mais qui passe par du vieillissement de la matière sur le domaine et maîtrise de la marque. Donc finalement, on cherche un peu à être le château vignoble du piment de Bresse, même si encore une fois, on n'a pas vraiment un château, mais on a un joli domaine. Et on a pu créer ce produit. On va même plus loin, puisque dedans, on va intégrer du vinaigre de Savoie pour rebondir sur cette histoire qu'a la Bresse avec la Savoie et apporter un vinaigre qui est fait à l'ancienne, avec des méthodes ancestrales lui aussi, avec du vin de type jacquère de Savoie. Donc ça permet de vraiment avoir un produit qui est complètement intégré, on va dire, au niveau que des méthodes ancestrales, de ce style un peu apothicaire, pour apporter de la valeur ajoutée. Et là, le patrimoine est intéressant parce qu'il va vraiment nous apporter de la valeur ajoutée. Slide numéro 6. La prochaine fois, je ferai un PowerPoint, promis. Voilà. Donc, on a aussi un petit graphique pour concurrencer la CIC. C'est le seul, hein, il n'y en a pas d'autre. Ouais, il est simple. Et donc le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur perçue au client et que finalement on ne vende pas uniquement un produit qui soit bon et qui soit sympa à utiliser dans les plats, mais apporter aussi toute l'histoire du patrimoine, revaloriser le produit grâce au patrimoine. Et ça nous permet au niveau très local. Là, ça explose. Hein. Pour dire, en parlant chiffres, en fait, l'année dernière, donc c'était la deuxième saison du Bressico, on a fait 15 000 bouteilles, on pensait pour atteindre Lyon. Finalement, tout a été vendu sur le bassin de Bourg-en-Bresse. Un petit peu à Mâcon et un petit peu chez nos Savoyards, parce qu'on a le partenariat avec le vinaigrier. Mais du coup, cette année, c'est 60 000 bouteilles qu'on vise, x 4. Bon, pour ceux qui connaissent un peu ces croissances, ça pique, mais merci. Et attendez de voir l'année d'après. Mais du coup, cette valeur perçue, elle va diminuer petit à petit. Plus on s'éloigne de la Bresse, finalement, plus elle va diminuer. Mais jamais elle va disparaître. Parce que finalement, quand on est à Lyon, il y a quand même cet affect. On connaît la Bresse, même si on n'est pas bressant. Et même si on va à l'autre bout de la France, on a quand même cette indication géographique qui est assez importante. Et quelqu'un qui aime bien un peu l'histoire va pouvoir creuser. Et on apporte de la valeur ajoutée au produit, encore une fois, pour vraiment optimiser l'expérience client et pouvoir aussi mieux le vendre, soit en gagnant en marge, soit cette marge, on la met au service de la distribution pour pouvoir le distribuer plus facilement. Parce qu'on essaye aussi d'être assez attractif au niveau des prix pour booter le tabasco américain hors de Bresse. Et du coup, même à l'international, le piment de Bresse, en fait, c'est un piment qui a pu s'adapter au climat d'ici. Hein, c'est vraiment une espèce locale parce qu'il s'est adapté au climat bressant. Vous l'avez eu tout à l'heure. Hein. Il fait beau, mais au-dessus du brouillard. Mais du coup, ça, c'est parce qu'on est le piment le plus cultivé, le plus au nord possible. On a des sites scandinaves qui nous contactent pour avoir des photos, pour pouvoir le promouvoir, puisque c'est un piment qui craint moins le froid.
grâce à voilà, cette adaptation. Et du coup, finalement, c'est le piment du pied des Alpes. Ça veut dire que si on va, par exemple, au sud de l'Allemagne ou jusqu'en République tchèque, on pourra aussi le vendre comme le piment du pied des Alpes. La CCI nous ont dit qu'il fallait être très flex à l'export. On va y arriver. Du coup, voilà. En fait, c'était surtout pour vous présenter ça. Je vous ai préparé une dernière photo, du coup, la 7, qui résume aussi un peu ça. Donc là, on a la ferme de la Forêt qui est sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Je les cite parce que du coup, je sais qu'il y en a dans la salle qui représentent l'agglo de Bourg. Et puis j'ai piqué votre photo sur le site internet, donc je veux pas de problème. Donc là, ça résume un peu notre ambition. Même si nous, le but, c'est de ne pas faire une Disneylandisation du patrimoine, mais vraiment d'apporter quelque chose, une plus-value pour des produits d'exportation de l'industrie. Mais ici, on a une ferme qui a été récemment rénovée, il y a 2 ans. Donc avec une famille, des jeunes, des moins jeunes, qui se réapproprient leur patrimoine, qui leur appartient, et qui vont pouvoir aussi en faire quelque chose, du coup, soit pour faire venir du tourisme sur place, soit pour, comme nous, promouvoir des produits aussi à l'export. Donc voilà, je finirai en ces mots, c'est que la Bresse a perdu au 19e siècle, elle a perdu son style vestimentaire, au profit d'un style un peu plus parisien. On a perdu notre langue aussi, le patois bressan. Aujourd'hui, peu de personnes arrivent encore à parler bressan. Mais du coup, ce siècle, on va pouvoir voir la résurrection finalement du piment de Bresse qui avait disparu le siècle dernier. C'est un peu plus long, le siècle dernier, et qui renaît. Et ça, je peux vous le garantir, on va le ressusciter. Voilà, je m'appelle Quentin Bozonnet, j'aime les châteaux, j'aime les tomates, et je fais du patrimoine des actifs d'avenir. On peut l'applaudir bien fort, merci. Merci Quentin. Alors, plusieurs choses. Si vous avez des questions à poser à Quentin, vous n'hésitez pas. Alors, Quentin, vous êtes parfait. Non, mais l'élocution, le propos, l'émotion, tout est parfait, même l'humour. Et maintenant, c'est la chanson. Et... Ah, mais... Vous voulez chanter? C'est vrai? Non, c'est vrai? Non, parce que c'est le petit moment un peu émotion. Parce qu'on a vu que vous n'aviez pas le château. En revanche, on n'a pas les bouteilles, nous. Elles sont où, les bouteilles de piment, là? Ah, vous avez le temps d'aller les chercher. Une question de Stéphane. Stéphane, tu as une question à poser à Quentin. Quentin, Stéphane. Oui, Quentin, j'avais une question. Comment on retrouve le piment alors qu'il a disparu? Hop. Et ben en fait, donc là, c'est pas nous qui avons mené la sauvegarde, hein, c'est comme je disais, le musée du Revermont. Et il a été retrouvé par quand même soit des passionnés, soit des gens qui le gardaient dans leur jardin, qui ont conservé cette espèce parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait et on garde un peu l'espèce. Nous, on le fait à la ferme avec du maïs de pays, un maïs bressan aussi. Donc on plante aussi un peu de maïs pour conserver l'espèce. Et pourquoi pas un jour aussi faire sur des événements, faire manger les gens directement du maïs à la panouille. C'est vrai que les Bressans, on dit les ventres jaunes, mais finalement on mange assez peu de maïs directement à la panouille. Et du coup, là, les graines ont été retrouvées dans le village de Romney et aussi au village de Ratnel. Donc on parle de sélection, il y a 2 sélections, la sélection Romney et la sélection Ratnel, qui ont permis de faire ressurgir le piment aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Quentin, la question, vous n'avez pas répondu à cette première question. La première, vous vous souvenez, la première que je vous ai posée? Chanter, non. Chanter, comment on y vient, c'est ça? La passion. Ah, la passion? Quentin, la passion, quel a été le déclic? La passion, à un moment, on se réveille le matin, on a 8 ans, on a 18 ans, on a 28 ans, je ne sais pas, je vais arrêter à un moment quand même. Par rapport au côté chef d'entreprise, ça, je crois que je l'ai toujours eu. Je me souviens en discuter quand j'allais sur le chemin pour aller au collège avec un ami. Je disais, moi, je vais être patron. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Hein. C'était vraiment le truc, patron et tout. Je lui dis, non, moi, je vais être patron. Et quel genre de patron êtes-vous, Quentin? Dernière question. Super sympa. Et ça se voit, Quentin, on l'applaudit bien fort, merci beaucoup.